Je m'appelle Stéphane Dubois et j'ai maintenant 64 ans. Cette histoire s'est déroulée il y a 9 ans, lorsque j'en avais 55 et que j'avais enfin atteint le sommet que le monde des affaires considère comme la réussite suprême, tout en perdant au passage tout ce qui comptait véritablement. J'étais le PDG de Dubois Technologies, une société de logiciels que j'avais bâtie de mes propres mains, à partir de rien, dans le garage de mes parents durant mes 20 ans. C'était un rêve de jeunesse, alimenté par des nuits blanches, du café bon marché et une ambition dévorante qui consumait tout sur son passage. Au fil des décennies, ce rêve s'était métamorphosé en un monstre magnifique, une entreprise valant des milliards d'euros, une entité tentaculaire avec des bureaux à la Défense dont les tours de verre semblaient vouloir percer les cieux parisiens. J'avais le bureau d'angle panoramique, celui qui offrait une vue imprenable sur tout Paris, un symbole de pouvoir qui me laissait pourtant étrangement froid. Je possédais le grand appartement de luxe à Paris, un triplex près du Champ de Mars où le silence n'était rompu que par le bourdonnement lointain de la ville, un mausolée de marbre et de verre rempli d'œuvres d'art que je ne regardais plus. J'avais des résidences secondaires sur la Côte d'Azur et dans les Alpes, des voitures de luxe qui prenaient la poussière dans un garage souterrain, des costumes sur mesure qui pendaient impeccablement dans un dressing de la taille d'un studio. Mon visage avait fait la couverture de plusieurs revues d'affaires, on m'invitait comme conférencier d'honneur dans des symposiums internationaux, j'étais courtisé par les investisseurs et craint par mes concurrents. À tous les égards extérieurs, j'étais un vainqueur, un titan de l'industrie, un homme qui avait gagné le jeu de la vie. Mais la réalité était bien plus sombre. J'avais divorcé 2 fois. Mon premier mariage s'était effondré lorsque ma femme, Hélène, s'était lassée de n'être que la seconde priorité après mon entreprise, une rivale de silicium et de code contre laquelle elle ne pouvait lutter. Ma seconde union, avec Isabelle, avait duré plus longtemps, mais s'était terminée pour des raisons fondamentalement identiques. J'étais marié à mon travail, un amant exigeant qui ne dormait jamais, et non à elle. Je n'avais pas d'enfant. C'était une décision consciente, prise dans la fougue de mes 20 ans, une distraction que je ne pouvais me permettre. Je n'avais jamais reconsidéré ce choix, jusqu'à ce qu'il soit biologiquement et émotionnellement trop tard pour faire marche arrière. Mes parents étaient décédés des années auparavant, et j'avais perdu le contact avec la plupart de mes frères et sœurs, nos liens s'étant distendus puis rompus, victime collatérale de ma concentration obsessionnelle sur la construction de mon empire. À 55 ans, je me retrouvais donc la plupart des soirs assis seul dans mon magnifique appartement vide, un verre de whisky à la main, contemplant les lumières scintillantes de la tour Eiffel et me demandant ce que j'avais réellement accompli. L'entreprise, mon œuvre, survivrait sans moi, j'avais mis en place des successeurs compétents. L'argent, accumulé jusqu'à l'absurde, ne signifiait plus rien, car je n'avais personne avec qui le partager, personne pour en jouir. Les récompenses et les éloges semblaient creux, des échos dans une cathédrale vide, car il n'y avait personne qui me connaissait vraiment, personne qui se souciait de l'homme derrière le PDG, au-delà de ma valeur nette ou de mon carnet d'adresses. Mon assistante, Monique, une femme d'une 60aine d'années, discrète et d'une loyauté sans faille, me suggérait gentiment depuis des mois de recommencer à fréquenter quelqu'un. « Monsieur Dubois, vous n'êtes pas trop vieux pour trouver de la compagnie », me disait-elle avec sa douceur habituelle en posant un dossier sur mon bureau. « Vous n'êtes même pas trop vieux pour trouver l'amour, si seulement vous vous autorisiez à être un peu plus ouvert. » J'avais toujours balayé ces suggestions d'un revers de la main, prétextant un emploi du temps surchargé ou le fait d'être trop ancré dans mes habitudes. Mais un lundi matin, après un week-end particulièrement long et solitaire passé à errer dans mon appartement comme un fantôme, je lui avouai qu'elle avait peut-être raison. Peut-être que je devrais au moins essayer. J'ai justement quelqu'un en tête, dit immédiatement Monique, son visage s'illuminant d'un sourire bienveillant. La fille de ma voisine. Elle est charmante, et elle a traversé une période difficile. Je pense que vous auriez beaucoup de choses à vous dire. J'étais sceptique, le concept même d'un rendez-vous arrangé me semblait archaïque et un peu pathétique, mais la perspective d'un autre week-end silencieux était encore plus décourageante. J'acceptais. Monique organisa la rencontre pour un samedi après-midi dans un bistrot tranquille en centre-ville, un endroit suffisamment décontracté pour ne pas sentir la pression d'un rendez-vous formel. J'arrivais avec 15 minutes d'avance, une habitude ancrée par des décennies de réunions d'affaires. Je commandai un café et m'installai à une table près de la fenêtre. Le bistrot était modérément animé par la clientèle du déjeuner du week-end. Des familles occupaient plusieurs tables, leurs rires et leurs conversations animées remplissant l'espace. Des couples étaient blottis dans des coins intimes, et quelques clients solitaires lisaient ou travaillaient sur leur ordinateur portable. Assis là, observant les passants dans la rue,
je me sentais à la fois plein d'un espoir timide et profondément ridicule. Un rendez-vous arrangé à 55 ans. C'était absurde. Mais quelles autres options me restaient-il? À 14 heures précises, une jeune femme entra dans le bistrot. Elle devait avoir la fin de la vingtaine, avec des cheveux blonds attachés en une queue de cheval pratique et vêtue d'une simple robe bleu clair. Elle était jolie, d'une manière discrète et naturelle. Mais ce qui attira l'attention de tout le monde, ce qui provoqua un léger silence dans le brouhaha ambiant, fut le bébé qu'elle portait dans ses bras. Un nourrisson, peut-être de 6 ou 7 mois, portant une tenue bleu clair assortie avec un minuscule bandeau dans les cheveux. La femme balaya la salle du regard, l'air anxieux, me repéra à ma table et se dirigea vers moi. Je me levai, incertain de la conduite à tenir, alors qu'elle s'approchait. « Stéphane Dubois ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui. Vous devez être Chloé. » Chloé Martin, la fille de la voisine de Monique. Elle réajusta légèrement le bébé dans ses bras. « Je suis tellement désolé. Je sais que c'est incroyablement gênant, mais ma babysitter a annulé à la dernière minute, et je n'ai pas réussi à vous joindre pour reporter. Je comprendrais parfaitement si vous vouliez partir. C'était probablement une idée terrible de toute façon. Je remarquai que les gens aux tables voisines nous observaient, certains avec des expressions curieuses, d'autres avec un amusement à peine dissimulé. Je pouvais lire leurs pensées aussi clairement que le menu sur la table, un rendez-vous arrangé avec un bébé. Quel homme désespéré ou idiot pouvait bien être cet homme grisonnant? Une version plus jeune de moi-même, le Stéphane Dubois de 30 ou 40 ans, aurait trouvé une excuse polie et serait parti sans hésiter. Ce Stéphane-là n'aurait vu que le désagrément, la rupture de l'étiquette des rencontres, l'embarras potentiel. Mais à 55 ans, ayant appris à la dure ce qui comptait vraiment, je m'entendis dire, ce n'est rien. S'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous boire quelque chose? Quelque chose pour le bébé? Chloé parut surprise, puis un immense soulagement se peignit sur son visage. Vraiment? Ça ne vous dérange pas? Tout le monde a des urgences de garde d'enfants. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle s'assit en face de moi, installant le bébé sur ses genoux. Le nourrisson regardait autour de lui avec de grands yeux curieux, tendant de temps en temps ses petites mains vers les objets sur la table. Chloé redirigeait doucement ses doigts, un mouvement exercé qui témoignait de longs mois de vigilance constante. Elle s'appelle Manon, dit Chloé. Elle a 7 mois. Et avant que vous ne posiez la question, oui, je suis une mère célibataire. Monique vous l'avait dit, n'est-ce pas? Elle l'a mentionné, dis-je prudemment. Elle a dit que vous aviez traversé une période difficile. Chloé eut un rire bref, dépourvu de toute gaieté. C'est une façon de le dire. Mon fiancé est parti quand j'étais enceinte de 5 mois. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, que je l'avais piégé. Tous les clichés habituels. Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis. Pas de pension alimentaire, aucune implication, rien. Alors, oui, ça a été difficile. Elle dit cela d'un ton neutre, mais je pouvais entendre la douleur sous-jacente. C'était quelqu'un qui avait été profondément blessé et qui avait appris à se protéger derrière une honnêteté brutale. Je suis désolé, dis-je. Ça a dû être dévastateur. Ça l'a été. Ça l'est encore. Mais Manon vaut tout. Elle baissa les yeux vers le bébé avec un amour si féroce qu'il en était presque douloureux à regarder. Je ne l'échangerais pour rien au monde, même pas pour le faire revenir. Manon tendit la main et attrapa mon doigt qui reposait sur la table. Sa prise était étonnamment forte, et elle leva les yeux vers moi, étudiant mon visage avec une intensité qui me fit sourire. « Vous lui plaisez ?» dit Chloé, l'air surprise. D'habitude, elle est plutôt méfiante avec les étrangers. Peut-être qu'elle sent que je suis inoffensif, dis-je, bougeant doucement mon doigt pour que Manon puisse le suivre du regard. Elle suivit le mouvement avec ses yeux, fascinée. Nous commandâmes le déjeuner, et Chloé s'excusa à plusieurs reprises pour la situation délicate de manger tout en tenant un bébé. Je la regardais jongler entre son assiette et Manon, avec la compétence épuisée de quelqu'un qui faisait cela seul depuis des mois. Elle prenait une bouchée, berçait Manon pour qu'elle reste calme, essuyait une régurgitation sur son épaule, prenait une autre bouchée, tout en essayant de maintenir une conversation. « Vous savez quoi ? » dis-je sur une impulsion. « Pourquoi ne me laisseriez-vous pas la tenir pendant que vous mangez ? Vous méritez de prendre un repas en utilisant vos 2 mains.
Chloé me regarda comme si j'avais suggéré quelque chose d'inconcevable. Vous voulez la tenir? Si cela ne vous dérange pas. Je n'ai peut-être pas d'enfant, mais j'ai tenu mes neveux et nièces quand ils étaient bébés. Je pense me souvenir des bases. Chloé hésita, clairement tiraillée entre la méfiance et un espoir désespéré. Finalement, avec une infinie précaution, elle me tendit Manon. Le bébé vint volontiers, se blottissant dans mes bras avec une aisance surprenante. Elle leva les yeux vers moi, étudia sérieusement mon visage pendant un instant, puis éclata d'un sourire édenté qui provoqua une contraction dans ma poitrine. Je me surpris à la bercer automatiquement, d'un mouvement doux et rythmé, comme je me souvenais l'avoir fait avec les enfants de mon frère des décennies plus tôt. Manon attrapa ma cravate et essaya de la mettre dans sa bouche. Je la redirigeai gentiment, lui offrant mon doigt à la place, qu'elle agrippa immédiatement de ses deux petites mains. « Elle vous aime vraiment » dit Chloé, et cette fois, sa voix était chargée d'émotion. D'habitude, elle s'agite avec n'importe qui d'autre que moi. Mais là, elle a l'air parfaitement contente. Elle est magnifique, dis-je, et je le pensais sincèrement. Il y avait quelque chose dans le poids de cette petite personne dans mes bras, dans la confiance avec laquelle elle se détendait contre moi, qui réveillait un sentiment que je croyais mort depuis longtemps. Le désir de protéger, de nourrir, d'être le havre de paix de quelqu'un. Chloé commença enfin à manger correctement, et pendant qu'elle le faisait, nous avons parlé. Vraiment parlé, d'une manière dont je n'avais parlé à personne depuis des années. Elle me raconta sa vie, comment elle étudiait pour devenir infirmière quand elle était tombée enceinte, comment elle avait dû abandonner ses études pour travailler à plein temps. Comment elle joignait à peine les deux bouts avec son travail de réceptionniste médicale tout en essayant d'économiser pour finir un jour son diplôme. C'est épuisant, admit-elle, travailler à plein temps, m'occuper seule de Manon, essayer de payer la crèche, le loyer et tout le reste. Certains jours, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais ensuite, Manon me sourit ou elle apprend quelque chose de nouveau, et je me souviens pourquoi je fais tout ça. Vous êtes remarquablement forte, dis-je. Tout le monde ne pourrait pas gérer ce que vous vivez. Je ne me sens pas forte. J'ai l'impression de tenir à peine le coup la plupart du temps. Elle fit une pause, puis rit doucement. Je suis désolé. C'est probablement le pire premier rendez-vous de l'histoire. J'amène mon bébé, je me plains de ma vie et je vous fais garder les enfants pendant que je mange. C'est en fait le meilleur rendez-vous que j'ai eu depuis des années, dis-je honnêtement. Au moins, c'est réel. Pas de faux semblants, pas de performance, juste deux personnes ayant une conversation honnête. Manon s'était endormie dans mes bras, son petit corps chaud et lourd de confiance. Je me surpris à la regarder, à la façon dont sa petite main serrait encore mon doigt même dans son sommeil, et à ressentir quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Le deuil, peut-être, des enfants que je n'avais jamais eus. Ou peut-être la gratitude pour ce moment de connexion inattendue. Vous êtes doué avec elle, dit doucement Chloé. Elle ne s'endort pour personne d'autre que moi, d'habitude. Vous devez avoir un don. Ou peut-être qu'elle est juste épuisée d'être en alerte dans un nouvel environnement. Peut-être, mais je pense que c'est vous. Il y a quelque chose de calme chez vous. De stable. Elle se sent en sécurité. Nous restâmes assis dans un silence confortable pendant un moment, Chloé finissant son repas tandis que je tenais sa fille endormie. Les gens aux tables voisines avaient cessé de nous regarder avec amusement et le faisaient maintenant avec quelque chose qui ressemblait davantage à de l'approbation ou de la sentimentalité. L'histoire avait changé, ce n'était plus le rendez-vous arrangé ridicule, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qui parlait du besoin humain fondamental de connexion et de soins. Quand il fut temps de partir, Chloé reprit délicatement Manon, en essayant de ne pas la réveiller. Nous sortîmes du bistrot ensemble, et elle se tourna vers moi sur le trottoir. Stéphane, merci de ne pas vous être enfui en voyant le bébé. Merci d'avoir été gentil, de m'avoir laissé avoir une conversation normale avec un autre adulte pendant 1 heure. Vous n'avez aucune idée à quel point j'en avais besoin. C'est moi qui devrais vous remercier, dis-je. De m'avoir fait confiance avec votre fille, d'avoir été honnête sur votre situation, de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. Voudriez-vous? Elle hésita. Voudriez-vous qu'on se revoie? La prochaine fois, j'aurai vraiment une babysitter, promis. Je me surpris moi-même en répondant, j'aimerais beaucoup. Mais je serais aussi heureux d'inclure Manon. Elle fait partie de votre vie. Il n'y a aucune raison de faire semblant qu'il en est autrement.
Au cours des semaines suivantes, Chloé et moi commençâmes à nous voir régulièrement. Ce n'était pas exactement des rendez-vous au sens traditionnel du terme, mais nous construisions quelque chose qui semblait plus réel que toutes les relations que j'avais eues auparavant. Je venais à son petit appartement en apportant du bœuf bourguignon pour qu'elle n'ait pas à cuisiner. Je tenais Manon pendant que Chloé prenait une douche, faisait la lessive ou avait simplement un moment pour respirer. Je me surpris à attendre ces visites avec une impatience que je n'avais jamais ressentie pour quoi que ce soit lié au travail. Manon s'illuminait en me voyant, tendant ses petites mains vers moi. Chloé se détendait, la tension constante dans ses épaules s'atténuant lorsqu'elle avait de l'aide, lorsqu'elle n'était plus seule. Un soir, environ 2 mois après le début de ce que devenait notre relation, Chloé coucha Manon et revint dans le salon où j'étais assis. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude ce soir-là, et je lui avais laissé son espace. « Stéphane, je dois vous demander quelque chose, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Pourquoi faites-vous cela? Passez du temps avec moi et Manon? Vous êtes un PDG prospère. Vous pourriez fréquenter des femmes sans situation compliquée, sans bébé, sans tout mon bagage. Pourquoi nous? Je réfléchis à la façon de répondre honnêtement. Parce que lorsque j'ai tenu Manon ce premier jour, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but, une connexion, le sentiment de faire quelque chose qui comptait vraiment. J'ai passé 30 ans à construire une entreprise, à gagner de l'argent, à atteindre le succès, et à la fin de la plupart des journées, je rentre seul dans un appartement vide en me demandant à quoi tout cela a servi. Je fis une pause, cherchant les mots justes. Vous et Manon, vous me rappelez ce qu'est vraiment la vie. Il ne s'agit pas de résultats trimestriels, de cours de la bourse ou de faire la couverture des revues d'affaires. Il s'agit de ça. Tenir un bébé pendant que sa mère prend un repas avec ses 2 mains. Être là quand quelqu'un a besoin d'aide. Faire partie de quelque chose de réel. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Je ne peux pas vous offrir grand-chose. Je suis fauché. Je suis épuisé. Je suis un package avec un bébé. Je ne suis pas le genre de femme avec qui les hommes comme vous finissent habituellement. Chloé, je ne veux pas du genre de femme avec qui les hommes comme moi finissent habituellement. J'ai déjà connu ça, 2 fois. Ces relations étaient des transactions. Je fournissais la richesse et le statut, elle fournissait la compagnie et la respectabilité sociale. Mais il n'y avait pas de véritable connexion, pas de profondeur. Avec vous, j'ai l'impression d'être enfin vu pour qui je suis vraiment, pas pour ce que je peux offrir. Mais j'ai besoin de choses de votre part, dit-elle. J'ai besoin d'aide. Une aide financière, une aide pratique. Est-ce que cela ne fait pas de ceci une transaction aussi? Non, dis-je fermement. Parce que je choisis de donner ces choses librement, non pas parce que j'y suis obligé ou parce que j'attends quelque chose en retour. J'aide parce que je veux le faire. Parce que vous voir, vous et Manon, vous épanouir m'apporte plus de joie que tout ce que j'ai fait d'autre depuis des années. Ce soir-là marqua un tournant. Nous cessâmes de tourner autour de ce que nous étions en train de devenir et le reconnûmes. Une famille. Pas par des moyens traditionnels, mais par choix, par les circonstances et par une affection sincère. J'ai aidé Chloé à terminer son diplôme d'infirmière, en payant ses études et en assurant la garde de Manon pour qu'elle puisse assister aux cours. J'ai créé un fonds en fiducie pour l'avenir de Manon. Mais plus important encore, j'étais présent. J'étais là pour le premier anniversaire de Manon, ses premiers pas, ses premiers mots, dont l'un était une version estropiée de « Tépane », qui fit gonfler mon cœur. Chloé et moi nous sommes mariés 2 ans après ce premier rendez-vous maladroit au bistrot. Manon était ma demoiselle d'honneur, trottinant dans l'allée pendant que tout le monde riait et pleurait. Je l'ai officiellement adoptée, lui donnant mon nom et rendant légal ce qui était vrai dans mon cœur depuis le premier jour. Elle était ma fille à tous les égards qui comptent. Les gens me demandent parfois si je regrette de ne pas avoir d'enfant biologique, de ne pas avoir fondé une famille plus jeune. Je leur dis la vérité. Non, je ne le regrette pas, car il fallait que j'aie 55 ans pour apprécier pleinement ce que j'ai maintenant. Il fallait que j'échoue dans des relations fondées sur une compatibilité de surface. Il fallait que je construise une entreprise et que j'atteigne le succès matériel pour réaliser à quel point il était vide sans amour pour le partager. Il fallait que je sois à cet âge précis, à ce moment précis de ma vie, pour rencontrer Chloé dans un bistrot et ne pas m'enfuir quand elle est entrée avec un bébé. Un Stéphane plus jeune n'aurait vu que la complication, la rupture du protocole, le risque de jugement.
Mais le Stéphane que j'étais devenu y a vu une opportunité de connexion, de but, d'amour. Manon a 9 ans maintenant, et bien qu'elle sache que je ne suis pas son père biologique, elle n'a jamais semblé s'en soucier. « Tu es mon papa », m'a-t-elle dit un jour quand elle avait 6 ans. « C'est toi qui as été là. C'est ça qui compte. » Chloé a terminé son diplôme d'infirmière et travaille maintenant en pédiatrie dans un hôpital local. Elle plaisante en disant qu'elle s'occupe d'enfants malades toute la journée et rentre à la maison pour en trouver une en bonne santé, ce qui est le meilleur des deux mondes. Nous avons déménagé dans une vraie maison, pas mon appartement stérile, mais une maison de campagne en Provence avec un jardin où Manon peut jouer et une pièce que Chloé utilise comme atelier de peinture. Elle s'est remise à peindre quand elle a eu le temps de respirer. J'ai pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes de l'entreprise, bien que je sois toujours au conseil d'administration. J'ai enfin appris à faire passer la famille en premier, à être présent pour les événements scolaires, les histoires du soir et les crêpes pour le petit déjeuner du week-end. J'ai appris que le succès ne se mesure pas au cours des actions, mais au rire d'un enfant, au sourire d'une partenaire quand vous franchissez la porte, aux moments ordinaires de connexion qui s'additionnent pour former une vie extraordinaire. Parfois, les gens nous regardent, la différence d'âge entre Chloé et moi, ma richesse évidente par rapport à ses origines modestes, le fait que Manon ne soit pas biologiquement mienne, et je peux les voir essayer de comprendre notre histoire, de nous faire entrer dans un schéma reconnaissable. Mais la vérité est plus simple que toutes leurs suppositions. Nous sommes juste une famille, construite non pas sur la biologie, la compatibilité sociale ou une planification minutieuse, mais à partir d'un bébé qui a serré mon doigt de ses petites mains, d'une mère assez courageuse pour se présenter à un rendez-vous arrangé avec son enfant, et d'un homme seul qui avait enfin appris à reconnaître ce qui comptait vraiment. Ce jour-là, au bistrot, les gens ont ri quand Chloé est entrée avec Manon. Ils pensaient savoir comment l'histoire se terminerait, avec moi trouvant des excuses et partant, avec un embarras généralisé, avec une autre tentative de connexion ratée. Ils n'auraient pas pu prédire que tenir ce bébé changerait tout, que cela réveillerait enfin en moi quelque chose que des décennies de succès en affaires n'avaient jamais touché. Parce que parfois, les moments les plus importants de la vie se présentent dans les emballages les plus inattendus. Parfois, ils prennent la forme d'une jeune femme portant un nourrisson de 7 mois dans un bistrot, espérant désespérément qu'un étranger sera assez gentil pour ne pas s'en aller. Et parfois, si vous êtes très chanceux et que vous avez enfin appris ce qui compte vraiment, vous ne partez pas. Vous vous asseyez, vous commandez à déjeuner, vous tenez le bébé, et vous vous laissez trouver par la famille que vous ne saviez pas que vous cherchiez depuis toujours. C'est ce qui m'est arrivé ce samedi après-midi, il y a 9 ans. Je suis allé à un rendez-vous arrangé sans rien attendre et j'ai tout trouvé. J'ai tenu un bébé dans mes bras et j'ai senti ma vie vide devenir soudainement pleine. J'ai rencontré une mère célibataire en difficulté et j'ai découvert la partenaire que je n'avais pas réussi à trouver en des décennies de recherche. Monique aime s'attribuer tout le mérite. Je savais que vous seriez parfaits ensemble, dit-elle. Vous n'avez pas non plus mentionné que Chloé viendrait avec un bébé, lui-je rappelle. Détail, répond-elle d'un geste dédaigneux de la main. Si je vous l'avais dit, vous n'y seriez peut-être pas allé. Elle a probablement raison. L'ancien Stéphane aurait trouvé un moyen de décliner, d'éviter la complication. Mais je suis reconnaissant chaque jour de ne pas avoir eu cette information, de m'être présenté et d'avoir été forcé de faire un choix sur le moment, ne voir que le désagrément ou y voir l'opportunité. J'ai choisi l'opportunité. J'ai choisi de tenir Manon, de donner à Chloé l'espace de manger un repas en paix, de traiter la situation avec gentillesse plutôt qu'avec jugement. Et ce simple choix a tout changé. Maintenant, quand je suis assis à table pour dîner avec ma femme et ma fille, quand j'aide Manon à faire ses devoirs ou que j'écoute Chloé parler de sa journée à l'hôpital, quand je borde ma fille le soir et que je l'entends dire « Je t'aime, papa », je comprends ce que je cherchais vraiment pendant toutes ces années solitaires à construire des empires commerciaux. Je cherchais ceci. Des gens qui ont besoin de moi, non pas pour ma richesse ou mon statut, mais pour ma présence, pour mon attention, pour le simple fait d'être là. Une famille qui existe non pas par obligation ou par tradition, mais parce que nous nous sommes choisis les uns les autres, parce que nous avons vu au-delà de la surface ce qui comptait vraiment. Les gens demandent parfois si cela me dérange de ne pas avoir rencontré Chloé plus tôt, d'avoir manqué les 6 premiers mois de Manon, d'avoir commencé ma famille si tard dans la vie. Je leur dis la vérité. Chaque moment est un cadeau, précisément parce que je sais à quel point j'ai failli passer à côté de tout cela. Si j'avais été plus jeune, plus conventionnel, plus soucieux du qu'en dira-t-on, j'aurais manqué le plus grand bonheur de ma vie. Mais à 55 ans, j'étais enfin prêt.
Prêt à voir au-delà de l'inattendu pour trouver l'essentiel. Prêt à accueillir l'amour, sous la forme la plus improbable et la plus parfaite qui soit.